sais pas si t'es trop jeune pour voir ça, mais en même temps, quelle tarte et quelle expérience. Je sais que même à l'heure d'aujourd'hui, quand je les revois, j'ai ce même truc de genre, ouah, c'est fort, c'est très fort, très puissant, des images très puissantes, dures. La famille de Mac Miller, donc, qui gère l'héritage, a décidé du coup, pour les fans avant tout, de sortir le projet officiellement. Et pour accompagner ce projet-là, de faire justement un court-métrage réalisé par Sam Mason. Un personnage qui donne un coup de poing, il vous suffit de juste avoir cette première pose-là, peut-être cette première pose-là, et cette première pose-là. En 3 dessins, vous pouvez très bien comprendre ce qui se passe. Et salut tout le monde et bienvenue pour ce nouveau podcast. Si vous ne me connaissez pas, je suis Guy Mochen, concept artiste et mentor dans l'industrie du jeu vidéo et du cinéma. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode. Du coup, on s'est pas vu depuis un moment. Ça a été long, mais je vous assure que ça valait le coup parce qu'aujourd'hui, je ne reçois pas un, mais 2 invités, à savoir Steve et Alexandre. Salut. Salut tout le monde. Salut les gars. Salut tout le monde. Comment ça va ? Ça va très très bien. Très bien aussi. Merci de nous recevoir. Avec plaisir. Je suis très content de vous avoir parce que comparé à d'habitude où on a tendance, on n'a pas énormément d'épisodes, mais on commençait à les faire assez rapidement. On s'est dit, on va prendre notre temps, on va bien discuter, on va vraiment choisir de quoi on va bien parler. Et maintenant, on est là et franchement, on est chaud. Donc, je vous laisse vous présenter un petit peu déjà. Qui commence ? Je commence. Steve Malangou, du coup, animateur 3D depuis maintenant 10 ans à peu près. J'entame ma 11e année. J'ai commencé dans une école d'animation 3D à Paris qui s'appelait Studio Mercier. Pendant 3 ans, j'ai fait cela et durant ces 3 années, je suis tombé amoureux de l'animation, particulièrement. Et en sortant de cette école, j'ai vu que les Gobelins avaient une formation de personnages 3D qui durait 1 an à Annecy. Et j'ai tenté le concours, j'ai pu rentrer. C'était une des meilleures expériences de ma vie, une des meilleures années. J'embrasse toutes les personnes de ma promo d'ailleurs. et puis depuis la sortie de l'école, je travaille dans la publicité, les séries, les trailers de jeux vidéo et plus récemment le clip de Balloonerism. Balloonerism. dont on va beaucoup parler Exactement. aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour moi. Enchanté. Pour le moment. Enchanté de te rencontrer. enchanté. Et tu as un pull qui matche très bien avec le fond. Allez, Tout est calculé, évidemment, bien tout sûr. est calculé, absolument. J'espère que le mien aussi. Mais toi aussi, matchera regarde la bien. couleur Ouais, du fond ça derrière. tombe Et bien. franchement, c'est... Non, pas de bleu pour moi. Ah, C'est non. pas grave, on est bien quand même. Et du coup, moi, je me présente aussi. Je m'appelle Alexandre Dumez, donc animateur 3D à l'instar de Steve. Et j'ai fait mes classes à Supinfocom d'abord, donc après à une formation art appliqué, donc maintenant qui n'existe plus, je crois que c'est STD2A, donc qui permettait de ne pas faire de mise à niveau. Mais j'ai fait 5 ans du coup à Arles, qui étaient des super années, où d'ailleurs j'ai une quinzaine d'amis de ma promo qui sont encore à Paris, on se voit très souvent. C'est vraiment super pour ça à l'école, je trouve. Et maintenant, je fais du cinéma d'animation. Je fais bouger les personnages comme Steve. Là, je travaille à Illumination, Studio Paris, le vrai nom. Et voilà, j'ai fait des projets comme Migration, là récemment Moi Moche et Méchant 4. Voilà, les films qui sont sortis récemment sous Universal. Et j'ai aussi travaillé du coup sur le projet avec Steve, Balloonerism, donc qui est un court-métrage promotionnel pour le dernier album de Mac Miller, posthume, l'album, et voilà. Enchanté également. Meilleur Merci. court-métrage de l'année 2025. Et d'ailleurs, effectivement. je pense que c'est peut-être le moment de vous montrer à quoi ça ressemble. Donc c'était Balloonerism, donc je vous encourage à aller le voir parce que c'est maintenant disponible en France, c'était pas le cas à la sortie, c'est ça ? Exactement, c'est disponible pour le moment sur Prime Video. Ok, En France aussi.
Très bien. Et vous allez m'en dire un petit peu plus, nous en dire un petit peu plus. Alors, c'est quoi ce projet? De quoi ça parle? Vous m'avez expliqué que c'était un projet à titre posthume, un hommage. Donc, il y a une super belle histoire derrière. Ça serait intéressant justement de nous raconter tout ça parce que je l'ai vu après avoir compris l'histoire et le contexte. Et je trouve que c'est ça qui crée aussi toute cette aura quand on le voit. En tout cas, c'est très, très puissant visuellement. Ouais. C'est vrai qu'il y a une belle histoire derrière. En fait, c'est Mac Miller, du coup, qui est un rappeur américain qui est décédé il y a quelques années, maintenant, je pense 7 ans, quelque chose comme ça. 2018. 2018, pile poil. Et en fait, à l'époque, il avait fait un projet qui s'appelle Ballonairisme, qui n'a jamais été sorti parce que jugé trop différent, trop expérimental, je suppose, par le label. Donc ça, c'était en 2014. Et donc c'est un album qui avait eu quelques leaks sur Internet à l'époque. Donc les gros fans, dont j'espère faire partie, comme vous pouvez le voir sur ma casquette, ont un peu digué, comme on dit, ces petits leaks. Et donc on connaît ce projet-là, mais la famille de Mac Miller, donc, qui gère l'héritage, a décidé du coup, pour les fans avant tout, de sortir le projet officiellement, donc sortir l'album complet avec pléthore de chansons de qualité. Et pour accompagner ce projet-là, de faire justement un court-métrage réalisé par Sam Mason, qui a vraiment une patte particulière. Et tout ça chapeauté du coup par la famille qui valide, qui vérifie que tout est OK, et qui correspond à l'héritage et à ce que aurait voulu transmettre le rappeur. Et donc c'est comme ça qu'est né le projet, j'ai l'impression. Oui, tout à fait. Alors là, je n'aurais jamais pu résumer aussi bien. Super. Bah, parfait. Ouais, non, vraiment. Top. Et comment le projet s'est amorcé? Parce que vous êtes tous les deux animateurs. Vous avez été approchés par la production. Vous avez entendu parler de ça. Vous avez démarché de votre côté parce que ça vous adoriez cet univers, le rappeur notamment, et vous vouliez absolument vous connecter à ça. Comment ça s'est passé pour chacun d'entre vous? Alors, de mon côté, je connaissais Daniel Calabi, qui était le superviseur d'animation, mais également le patron de la nouvelle boîte Wobbly Way, qui a été créée aussi avec ce premier projet. Je le connaissais d'un ami en commun, qui travaillait aussi également sur le projet, en tant que superviseur layout, et il faisait de la direction artistique également, qui s'appelle Alexandre Gridzinski. Et donc on avait Alexandre Gridzinski en commun. Et il se trouve que Daniel passait de temps en temps et bossait également avec Alex dans ses locaux à Hôtel de Ville, un local artistique. Et comme je venais souvent voir mon pote Alex, il m'arrivait de croiser Daniel. Et donc j'ai vraiment sympathisé avec lui. Et il m'a proposé à un moment donné, si je suis chaud à un moment donné, quand t'es plus sur tes projets. À l'époque, j'étais déjà sur un autre projet. Moi, je commence un clip. Je crois pas qu'il m'avait parlé de Mac Miller tout de suite. Mais comme je savais qu'il avait déjà il avait déjà travaillé en tant que superviseur animation sur le clip précédent, qui s'appelle Colors and Shapes, c'est ça, de Mac Miller également, qui m'avait énormément séduit. C'est un clip magnifique, on pourra mettre des images également. Avec plaisir, on vous montre ça. J'ai tout de suite, je me suis dit avec plaisir, vraiment. Et il y a eu 2 mois de battement où j'étais en vacances. Et en septembre, je le rappelle, même pas en fin août, je le rappelle, je lui dis écoute, je suis dispo, est-ce que tu as toujours besoin d'animateur? Il m'a fait ouais, carrément, on passe au studio. Il m'a montré les images, je fais ok, c'est un truc de fou. Et c'est comme ça que j'ai pu rentrer sur le projet. Il m'a fait confiance. Et je tiens vraiment à le préciser parce que c'est rare. C'est pas que c'est rare, mais ça peut être très difficile dans ce milieu-là quand tu n'as jamais fait un style d'animation particulier. En l'occurrence, celui-ci qui était un style assez réaliste. Moi, je venais pas du réalisme, je venais plus du cartoon. Et il m'a fait confiance, en fait, là-dessus. Il a vu mes capacités en animation en général. Il a juste senti que je pouvais le faire. Il m'a dit, est-ce que tu te sens chaud, toi, de le faire? J'ai fait, ouais, bien sûr, pas de problème, avec plaisir. J'avais un petit peu le trac quand j'ai commencé, forcément. Mais comme je me retrouvais aussi entre
deux énormes machines qui ne sont pas là également, qui sont Miko et Simon. Des machines de guerre en animation 3D, j'ai pu apprendre aussi avec eux et non, j'étais bien entouré. On était dans une super équipe dans tous les cas. Et C'était top. ouais, c'était vraiment top. Hein. Et voilà, j'ai commencé comme ça. Super histoire. La bonne rencontre au bon moment. C'est ça, la chance. Mais c'est des belles opportunités et c'est ce qu'on dit souvent justement aux étudiants. Faut provoquer cette chance et il y en a qui n'osent pas trop, tu vois, aller à des événements ou aller à des conventions ou ce genre de choses où tu peux rencontrer vraiment des gens du milieu, quoi. C'est pas tout à fait la même histoire que toi, mais on voit justement le concept, quoi. C'est vraiment aller rencontrer des gens, soyez curieux, et c'est là qu'il va se passer des choses magnifiques, quoi. Donc, on voit le résultat en tout cas à l'écran. Je suis sûr que ça aurait pas été aussi bien si tu n'avais pas bossé dessus. C'est pareil pour Alex. D'ailleurs, tu vas nous raconter comment ça s'est passé pour toi, du coup. Bah écoute, pour moi, j'étais dans le train de retour de chez mes parents, dans le train Nice-Paris, quand je reçois le message d'un ami qui me dit « Je suis en soirée avec un pote animateur », donc qui était Antoine Roussel, qui est animateur aussi, et donc mon ami en question qui est Loé Sertano, que j'embrasse aussi, et qui me dit il m'a parlé d'un projet Mac Miller, et je sais que t'aimes bien, et donc moi je lis ça, et je me dis « Je veux en être ». Et comme Steve, j'avais vu passer le projet Colors and Shape, que j'avais adoré, et notamment, j'avais vu le nom de Daniel Calabi, du coup, qui est un animateur excellent, qui est vraiment un super mentor aussi. Et du coup, je me suis dit, à l'époque, il s'est passé ça. Bon, je n'étais pas au courant, tant pis, j'aurais adoré être dessus, mais bon, voilà, si jamais la chance se présente, voilà. Et là, flatte pas que je reçois ça. Et donc mon sang fait qu'un tour, je lui demande des infos et tout, sauf qu'il me répond le lendemain parce que comme il était en soirée, j'avais pas les infos tout de suite. La pression. Et donc je dormais difficilement, j'étais là, il faut que j'ai les infos. Et une fois que j'avais tout, je contacte Daniel justement, je contacte tout. Je voulais juste bosser sur le projet en fait parce que c'était vraiment un projet de cœur. Et j'ai eu la chance qu'il me fasse confiance aussi. Pareil, je viens d'un milieu assez cartoon aussi. Par rapport au projet Arcane, par exemple, de Fortiche, qui a un style aussi vachement plus réaliste. Là, nous, on avait un bagage qui était un petit peu différent, mais qui, au final, s'est bien adapté à la prod aussi. Et du coup, voilà, arrivé sur le projet avec Steve, avec les autres... beaucoup de gens qui ont travaillé à Jungler aussi, qui sont aussi très très forts. En fait, il faut savoir qu'on était vraiment une petite équipe, on était 8 ou 10, quelque chose comme ça, pour faire 22 minutes d'animation. C'est ça. Oui, 3-4 mois. 13 en comptant juste en animation 3D. Hein. Juste en comptant les stagiaires et Daniel, ça faisait 13. C'est ça, ouais. C'est vrai, effectivement. Et 2 stagiaires également. Ah ouais, quand même, vous avez vraiment carburé. Vous arriviez à gérer cette prod plus les à côté ou vous étiez vraiment que sur ça à ce moment-là? On était vraiment que sur ça, et heureusement parce qu'il y avait beaucoup de travail à faire. Bah ouais. Mais c'était un plaisir parce qu'on voyait ce qui se faisait, on avait les storyboards, le layout qui avançait bien. Donc le layout, c'est la partie avant l'animation. Donc en gros, on prépare la scène 3D. Et ça permet à l'animateur et aux autres départements après de pouvoir juste faire leur travail d'animation et pas de prendre le temps de placer les caméras, placer tel objet à tel endroit pour les raccords. Tout ça, c'est un job à part entière. C'est vraiment la transposition du storyboard Exactement. En 3D directement. Donc en fait, ça s'appelle également il y a plusieurs noms, il y a la prévise, il y a l'animatique 3D. Voilà, comme disait Alex, c'est qu'on se retrouve dans une scène où les caméras sont déjà placées, le décor est en place, on a notre personnage qui est en place mais qui n'est pas animé, ou alors très 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 peu, c'est très léger, mais c'est histoire d'avoir une idée du timing de la scène également, et puis des placements des personnages. Voilà. Exactement, ouais. Et forcément, selon les boîtes, c'est un nom... plus ou moins différent, mais globalement, c'est exactement ça. Mais je sais qu'il y a des petites différences. Quand on dit layout, il y a des gens qui disent non, c'est de la prévise. Oui, mais je sais qu'il y a une petite différence. Après, je sais pas exactement. On s'excuse d'avance. Si jamais... Pardon. oui, bien sûr. Le débat est ouvert. Prévise artiste.
Mais en tout cas, voilà, c'était vraiment un super projet. Il y avait beaucoup de taf, comme on disait, mais aussi on a beaucoup appris, je pense, parce que comme on était peu, il fallait travailler très vite. Et donc, ça change d'une production de films d'animation où on prend le temps de peaufiner, de vraiment d'aller au plus loin possible en termes de qualité d'animation. Là, on le faisait aussi, mais avec un temps beaucoup plus réduit. Donc, il fallait être très efficace, très juste. Et au final, on a vraiment bien réussi, je trouve, sans vouloir nous jeter des fleurs. Mais Mais un si, petit si, peu quand même, jetons-nous des fleurs. Allez, post-prod peut-être. Si, Non, si. non, je trouve, enfin, pour ma part, je trouve que c'est juste magnifique. C'est Et gentil. je pense que même sans Merci. connaître tout le background, en gros, contextuel, on est capable de voir qu'il y a beaucoup de passion dedans. On sent que c'est quelque chose qui a été fait par des gens vraiment passionnés, très respectueux de l'univers de l'artiste. C'est pas une machine à fric, quoi. Pour partir dans la caricature, on va dire très contemporaine avec tout ce qu'on a aujourd'hui, tu sens que c'est pas un truc, on vous a dit, ouais, faut se dépêcher, faut se torcher. Certes, il y avait une deadline, comme vous dites, Exactement. mais on sent que si tu voyais quelque chose qui allait pas, tu te disais pas, ouais, mes superviseurs, s'ils le voient pas, c'est pas grave. Tu dis, non, c'est un projet sur lequel j'ai envie de tout donner, Ah oui. parce qu'il y a aussi une belle histoire derrière, et j'ai envie de laisser un petit peu ma marque sur un Mm. beau projet, quoi. Et, Tout à fait. et c'est important de préciser, ouais, que c'est un projet de passion et qui n'avait pas pour but de créer des bénéfices ou ce genre de choses, d'après ce que j'ai compris. C'est vraiment juste un Ouais. hommage. En fait, Bah. il y a des bénéfices, mais qui partent dans une association. Ouais. C'est ça, voilà. Une partie j'ai qui est oublié reversée d'ailleurs le nom. à Mac Miller Foundation, je crois Mac que ça Miller s'appelle. Foundation, exactement. C'est une association qui aide à financer des artistes émergents aux États-Unis. Ah, Et ou super. juste de Pittsburgh, je Pour sais. aider les jeunes artistes, oui. Exactement. Voilà. C'est super. Mais voilà, bon, forcément, il y a des ventes de CD, il y a des ventes de merch, il y a un peu de tout, donc forcément, il y a Ça, des c'est bénéfices un classique. petit peu. Après, Mais par contre, c'est vrai qu'en tant que titre posthume, ça aurait été mal vu aussi d'arriver et de faire de matraquer Ah oui, publicitairement, Mm. de forcer un petit peu trop finalement. Ça n'a pas été le cas et moi, du coup, j'aime beaucoup l'œuvre musicale de Mac Miller. Et j'ai senti ça à peine arrivé en rencontrant le réalisateur et les gens qui bossaient sur le projet. Et ça m'a fait très plaisir et je savais que dès le trailer sur YouTube, il n'y a qu'à scroller les commentaires, tous les gens qui aiment l'artiste étaient très satisfaits, tout le monde remerciait la famille. C'était vraiment une super expérience et ça fait plaisir de voir que c'est validé par les gens. Mm. Et voilà. Et clairement, je le dis souvent, mais je crois que c'est à titre personnel, c'est vraiment le projet dont je suis le plus fier. Et c'est le seul projet où je vois vraiment un impact sur les gens. Et c'est aussi pour ça, c'est aussi pour ça qu'on se lance dans ce métier-là aussi à la base. On veut raconter des histoires, on veut toucher les gens. Et là, je crois que c'est vraiment le premier projet où je vois un réel impact émotionnel. Et quand tu vois les commentaires des fans, ça fait super plaisir. Tu sens que ça les a touchés. Et moi, je sais que ça m'a fait un truc, hein, clairement. C'était là genre, oh. vous aviez du son déjà Choc sur barre. ces séquences? Comment? Vous aviez du son déjà sur ces séquences-là? Oui, on Ah anime avec on avait déjà dans chaque shot à une partie du montage enfin, on a la musique quand on anime, dans tous les cas. D'accord. Ouais, Parce qu'en fait, vous deviez matcher sur les musiques, donc c'est la musique qui avait servi de base à toute la construction, on va dire, Oui. au niveau des scènes et tout ça. C'est ça. Parce qu'on Ok. peut voir que par rapport au court-métrage, on écoute les paroles, tu peux reconnaître ce qui se passe Oui. en temps réel en fait. Il y a des descriptions de personnages, c'est un peu ce qu'on voit à l'écran. Il y a, bon, forcément, on va pas raconter tout le court-métrage visuellement, mais il y a beaucoup de choses qui matchent et qui sont aussi des interprétations du réalisateur et qui voulait donner un sentiment un petit peu spécial et propre à lui, je pense. Mhm. Et entre du grandiose et du Du LSD. LSD un peu. Ouais. Non, mais c'est vrai, il y a des jeux d'échelle, il y a un peu de tout. Il y a quelque chose de très... c'est très... Parce que c'est un projet très intime en fait à la base. Oui, complètement. C'est un projet où je crois que, si je dis pas de bêtises, que Mac Miller a écrit dans une période assez sombre. Tout à Donc fait. c'est quelqu'un qui a eu un rapport aux drogues assez compliqué.
et qui lui a valu beaucoup enfin beaucoup non, mais quelques frasques et des accidents assez difficiles. Et du coup, ça parle pas mal de ça, si on écoute les paroles, et donc ça fait aussi sens par rapport au court-métrage de voir quelque chose qui sort un peu de la norme. Et c'est plutôt important de proposer des choses comme ça, je pense, pour éviter justement que toutes les productions se ressemblent un petit peu. Et au niveau des visuels, d'ailleurs, j'ai trouvé ça extrêmement fort. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de contrastes, il y avait beaucoup de rapports d'échelle. Les rapports d'échelle sont assez saisissants. Je repense notamment au plan, sans rentrer dans les détails, à un moment où il y a un sous-marin. Oui. Juste ce plan où on le voit arriver avec les lumières titanesques. Un autre plan aussi, on en avait déjà un peu parlé entre nous, c'est le plan où les enfants sont des animaux. Sans rentrer trop dans les détails pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Et il y a ce petit côté Pinocchio, ils sont transformés. Et vous avez cet enfant, justement, moi j'avais vraiment l'impression qu'il essayait d'arracher sa tête en pensant que c'était un masque et qu'il avait juste un masque sur le visage, mais en fait il réalise pas à ce moment-là qu'il est transformé en animal. Et en fait on le voit, il y a le contraste de l'ombre. Et ça, j'ai trouvé ça je dirais pas que c'était violent, mais plus, si très violent psychologiquement, parce que tu sens qu'il est face à une situation où il est impuissant et il a tout ce déni qui est représenté par le fait d'essayer d'enlever quelque chose qui en fait c'est lui. Et j'ai trouvé ça incroyable, mais vraiment c'est super fort visuellement, quoi. Je crois que c'est le plan qui m'a scotché. Après je pense que c'est très personnel, je pense que chacun aura un peu une expérience un peu personnelle et je le souhaite parce que c'est aussi ça qui va nous transporter à travers ce court-métrage. Et c'est pour ça que j'encourage aussi tout le monde à le voir, quoi, pour vraiment avoir sa propre expérience, quoi. Carrément. Ouais, carrément, ça c'est clair. Et moi, j'ai une question maintenant pour vous, c'est à quoi ressemblait une journée type de travail? Vous travaillez en distanciel, j'imagine? Non. Eh bien non, Non, pas forcément. sur place. Ah, vous étiez sur place, du coup, c'était centralisé sur Paris? On était on était dans le quartier de Bonne Nouvelle, Grand Boulevard, D'accord. et on était dans les locaux de Brunch, une entreprise qui s'appelle Brunch. D'accord. Et d'ailleurs, fun fact, pour la première projection, pour l'avant-première, c'était une avant-première en fait. Oui. Ouais. Pour l'avant-première, on a pu visualiser avec l'équipe le film au Rex, en fait, au Grand Rex. Et il y avait Daniel qui vient me voir et qui me dit, mais tu sais qu'en plus, on était juste à côté. Je ne sais plus si c'était Daniel, mais il nous rappelait que on a fait le film à 2 pas là, juste à côté du Rex. Mais c'est vrai que du coup, ça faisait plaisir. Il y avait un côté un peu magique de genre, waouh. En plus, on se retrouvait tous. Started from the bottom. Ouais, c'est ça. C'était vraiment top. Parce qu'il y a eu des avant-premières un peu partout dans le monde, comme c'est un artiste assez connu, enfin mondialement connu du coup. Ils ont fait des projections dans des villes, des capitales américaines, à Paris, à Londres, à Berlin. Et du coup, à Paris, on était là, quoi. Et ça fait vraiment plaisir. À Pittsburgh, ils ont mis le paquet. Parce que Mac Miller vient de Pittsburgh. Mhm. Et clairement, là, ils se sont fait plaisir. Et ils ont raison. Ils ont bien raison. Ouais, mais c'est pour ça, on parle de l'amour des fans, l'amour du projet. Et en fait, ça se ressent aussi là-dedans, parce que ça aurait juste pu sortir sur Amazon, du coup, en l'occurrence. Mais non, il y a eu quand même une avant-première avant, il y a eu une expérience d'écoute pour les fans, où en gros, ils venaient pour voir le court-métrage, mais il me semble qu'ils écoutaient aussi, parce qu'on n'a pas eu la même proche, nous. Non, il y a eu des écoutes d'albums, ouais. Mais il y a eu des écoutes Ouais. d'albums complets, donc avec tous les fans qui étaient là, qui avaient pris leur place. Donc c'est vraiment sympa, quoi, d'avoir fait ça. Et sinon, donc la journée type d'un animateur, ça peut être en remote, donc depuis chez soi, on peut avoir des boîtiers spécifiques pour pouvoir se connecter à des ordinateurs de l'entreprise en question. Voilà, mais là, en l'occurrence, on était sur place tous, ce qui renforçait un peu l'esprit d'équipe, forcément. Et ouais, on a passé des bons moments du coup, et ça permet aussi de pouvoir trouver des solutions, dialoguer plus facilement. C'est assez pratique quand même, quoi. Oui, et puis en plus, comme nous étions dans une équipe très restreinte, c'est très facile d'aller voir quelqu'un d'un autre département pour discuter d'un problème, par exemple. C'est vraiment super. Ce qui est plus compliqué dans les entreprises à plus grande échelle, où pour avoir une requête, il faut passer par machin, qui va voir machin, qui est représenté par machin. C'est plus compliqué. Là, on était vraiment dans une petite entreprise,
petite échelle, donc vraiment échelle très familiale, quoi. Et donc oui, tout devient plus simple en termes de communication aussi. Vous étiez tous français, non? Ou il y avait Non. différentes... Non, il y a eu, alors franchement, il y a pas mal de gens un peu partout, hein. On avait des Français, une Ukrainienne, un Polonais, Miko il est polonais, Daniel il est danois, Italien aussi. italien, on avait un italien, J'ai l'impression que dans l'animation, on pas est mal, hein. vraiment C'est beaucoup. déjà pas mal. C'est excellent, ouais. Ouais. Ça, et tout le monde arrive à bien se comprendre ça. Vous parliez en anglais, j'imagine, de toute façon, pour échanger entre vous. ça dépend avec qui. Avec les personnes qui ont plus de mal avec le français, oui, tout le monde switch en anglais comme ça. Et puis, Ok, super. C'est marrant que ça ait été centralisé à Paris. C'est parce que la personne qui était en charge du projet, lui, il était d'ici, c'est ça? alors, ça dépend ce que tu entends par en charge du projet. Le patron de la boîte d'infographie, d'infographiste, est Daniel. Donc Daniel, lui, il est sur Paris. Le réalisateur, pardon, donc Sam Mason, lui était à la fois... En fait, lui, il bouge pas mal, hein. Il est sur New York la plupart du temps. Toute la production a été financée par Hornet, qui est une autre entreprise qui est à New York. Et nous, en fait, on est des sous-traitants infographistes, purs. Toute la partie fric, c'est à New York. Et il y a eu aussi une partie des équipes qui étaient à Lyon pour tout ce qui était rendu, lighting, donc tout ce qui est de l'ordre des lumières dans le film. Et qui était donc, du coup Steam, c'était Steam il me semble, la boîte Steam. Oui. Alors Steam, S-T-I-M, pas S-T-E-A-M. Voilà. Donc oui, mais surtout les équipes d'animateurs étaient sur Paris, équipe de layout aussi. Et Eloi, qui lui était le concept artiste, il a fait un peu de tout, Eloi, en fait, hein. Il a même fait de l'animation 3D. Je savais même pas qu'il avait fait. Quand il a posté ses plans d'animation 3D, je fais ah mais attends, mais ok, en fait le gars, C'est un touche à tout. c'est un touche à tout, c'est un petit génial. génie du dessin, de la texture, de la concept art. Ah ouais. Notamment. Je sais même plus quel âge il a, mais il est Ouais, il est jeune, hein. il a 12 ans. Non, Mais non, c'est impressionnant. Il touche il est à très tout. fort. Mais globalement, toutes les personnes avec qui on travaillait, c'était des talents incroyables, quoi. Mm. Donc c'est vraiment top aussi de voir, parce que forcément on était avec des gens de boîtes plus ou moins différentes, et donc de voir comment chacun arrive avec ses propres bagages, comment chacun travaille, quelle expérience ils ont eu dans d'autres boîtes. Et c'est ça qui est aussi pas mal, je pense, quand on bosse sur place, c'est justement de dialoguer et d'apprendre avec les autres personnes, quoi. Mm. En plus, et ajouter à ça, tout le monde était extrêmement gentil, quoi. On sentait pas qu'il y avait des choses qu'on peut retrouver dans certaines entreprises et qui est une certaine ambiance de compétition. Ça reste gentil et cordial, mais il y a toujours un petit fond des fois où des personnes se sentent pas à l'aise, stressées parce que ouais, mais je suis entouré de gens hyper forts, c'est compliqué. Là, on sentait que il y avait quelque chose de Une bienveillance. une un bienveillance. petit peu. Et si certains se retrouvaient dans des doutes, ce qui arrive à tout le monde, hein, l'ambiance était tellement bonne qu'en fait, on se soutenait mutuellement, quoi. Et le stress partait assez vite. Ça vous permettait de vous tirer vers le haut et j'imagine Oui. que vous êtes vachement enrichis les uns les autres sur le projet. Vous avez même pu échanger en termes de skills, de choses comme ça. Et- Oui, oui. Exactement. et, Ouais. non, mais c'est excellent. C'est aussi ça qui est génial d'avoir des personnes qui viennent de différents pôles. C'est que chacun, comme tu disais, vient avec son bagage, son expérience aussi. Et va te dire, ah, moi j'ai tendance à faire ça. Ah bon, je connaissais pas. Mm. Et tu peux très vite revisiter toi-même ton propre pipe de prod. Ouais. Et C'est excellent. Et puis chacun a son workflow, chacun a ses influences artistiques, chacun a sa façon d'animer, chacun a un niveau différent. C'est super intéressant. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais en tant qu'animateur, je pense qu'on doit avoir une certaine sensibilité. Enfin, c'est quand on Ouais. parlait d'intimité tout à l'heure, je pense que c'est vraiment ça. Mm. C'est que pour faire des bonnes animations, j'ai l'impression qu'il faut vraiment mettre de soi dedans. Et quand ça se sent, c'est ça qui est bien, en fait. C'est que ça se sent, justement, que la personne a mis sa passion dedans et ça transpire la bonne volonté et la qualité, quoi. D'ailleurs, ça fait aussi partie du travail du superviseur en général, du superviseur ou directeur d'animation, en tout cas le chef d'équipe, on va dire.
c'est aussi d'écouter son équipe, ses animateurs. Et comme on a tous des sensibilités différentes, il y a certains shots qui peuvent plus nous séduire que d'autres. Et c'est à ce moment-là où, en tant que superviseur, tu te dois aussi d'être vraiment attentif à tes équipes, à ton équipe. Et si quelqu'un vient vers toi et te dit oula, ce shot-là, il me le faut, j'ai un coup de cœur, il faut l'écouter, il faut lui donner. Il faut même pas réfléchir. C'est vrai. La majorité du temps, si tu sens que ce shot-là, il est pour toi, tu vas avoir une pépite à la fin. C'est vrai. Vraiment. Et Et en vraiment, général, en plus, aussi, excuse-moi, Vas-y, pardon. vas-y. Et en général, en plus, il y a une bonne ambiance là-dessus. Parce que ça arrive que de temps en temps, on se retrouve à 3-4 à vouloir le même shot. En général, il y a une personne qui va plus se démarquer on va sentir que, bon, non, mais je le veux, mais je sens que cette personne-là, c'est plus Oui. fait pour elle ou pour lui. Ouais, vous êtes honnête sur le. Oui, sur on va ça. laisser. Ou alors on fait du troc aussi. C'est-à-dire, ok, tu prends lui, mais moi je prends lui. Alors, bon, ok, d'accord. Ça me rappelle la cour de Voilà. récré. Ouais, complètement. On se fait du troc de shot, quoi. Mais c'est vrai que ça n'arrive pas tout le temps, ça, par contre. Là, on a eu la chance de pouvoir faire ça et que notre Diranime nous fasse vraiment confiance à fond. Ouais, vraiment. Mais forcément, quand on est dans des grosses productions où on est des centaines parfois dans tous les départements, bah justement, il faut que ce soit très bien encadré, et il faut que ce soit par rapport à la vertical chart, donc qui sont un peu les objectifs de prod, on va dire, qui sont tout le temps mis à jour. Et ça, du coup, ben, c'est primordial dans une très grosse boîte. Donc à l'inverse de là ce qu'on a vécu sur ce projet-là. Et du coup, ben, c'est aussi intéressant de voir les différences justement à ce niveau-là. Alors, ce que j'aimerais vous poser comme question, qui va peut-être plus intéresser les étudiants, notamment ceux qui sont en animation, c'est qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Peut-être rentrer un peu plus dans le détail. Alors, vous pourriez me dire, ouais, bah, on a animé, hein, c'est tout, mais je suis sûr que vous avez plus de choses que ça à nous dire. Qu'est-ce que vous pouvez me raconter? Bon, on a animé, quoi. Non, donc nous sommes des animateurs 3D. Donc c'est vraiment un taf. Nous, en gros, on est responsable de tous les mouvements des personnages. Que ce soit leur faire parler. S'il y a un personnage qui parle, on doit leur créer tous les mouvements en fait, du visage pour qu'on ait vraiment l'impression que c'est lui qui parle. Donc en fait, on est comme des marionnettistes, mais dans un logiciel 3D. Ce qui différencie de la 2D, où la 2D, on utilise vraiment notre main pour vraiment dessiner chaque image, entre guillemets. Une image, c'est 25 secondes, comme on dit. 25 secondes, pardon. 25 images et correspond à 1 seconde d'animation. Ah là, le Tocard. FPS, le FPS. On coupera pas, t'inquiète. Et donc non, 1 seconde correspond à 25 images, ce qu'on dit. Et donc un animateur 2D va vraiment dessiner les poses. Nous, en animation 3D, on va plus construire une pose comme si vous imaginez qu'en fait vous avez une marionnette et en fait on va lui commencer à lui définir cette petite pose. Ou alors un mannequin qu'on utilise pour le dessin. Et en fait, on accumule un certain nombre de poses sur une frise de temps. Et lorsqu'on fait lecture, ces poses-là s'enchaînent et ça crée une animation. Donc nous, on est vraiment responsable de ça. Et la plupart des gens nous demandent, mais du coup, c'est vous qui faites les voix aussi? Non, rien à voir. C'est-à-dire que les voix sont déjà faites en avance. Là, en l'occurrence, c'est muet. Pour ce projet, c'était muet. Pareil, l'animation 3D. 3D, c'est pas forcément avec les lunettes, Oui. La stéréoscopie. Donc, Exactement. voilà. C'est Non. le fait d'être sur un logiciel 3D, donc justement, comme tu dis, avec un mannequin, donc qui représente du volume, quoi. Exactement. La différence en général, quand les personnes comprennent toujours pas, je leur dis, bon, tu vois Blanche-Neige? Oui, ça c'est de la 2D. Tu vois Toy Story? Oui, c'est de la 3D. Donc les gens voient la différence. Ah oui, c'est pas du tout la même. Même s'ils n'arrivent pas à savoir comment c'est fait dans les différences, ils arrivent quand même à notifier que, genre, oui, effectivement, c'est pas la même technique. Ça se voit, il y a quelque chose. Quoi d'autre sur ce qu'on fait exactement? Le processus peut-être? Ouais, en Je fait, peux te laisser prendre la suite. on commence par... ça dépend forcément des boîtes, mais et des projets aussi. Si on est... moi, je vais plus parler du cinéma d'animation, donc tout ce qui est film d'animation, du coup, parce que j'ai essentiellement fait que ça. Donc, je connais que ça. Mais donc, pour cette branche-là, en tout cas, on se base sur des storyboards.
donc qui racontent l'histoire. Et à partir de là, Peut-être définir ce que reprend. c'est le storyboard aussi. Storyboard, c'est bon ou... On peut l'évoquer très rapidement quand même. On en avait déjà parlé dans un autre podcast, il me semble, mais on peut en parler très Nous, rapidement. c'est concrètement en fait la mise. C'est la mise en dessin, en image, le découpage d'un scénario en plusieurs plans en dessin. Donc, si le personnage regarde à droite, Julie dit à Chloé ah salut, et bon, c'est écrit dans le texte. Du coup, on transpose ça en image, tout simplement. Vous en avez Par dans shot. le cinéma, dans Par la plan. pub, dans le clip. On en montrera très en présent. image également. Tout à fait. C'est une étape qui est assez importante parce que ça permet aussi de tester, comme c'est des images qui sont souvent faites assez... Enfin, c'est plus rapide que de modéliser un personnage, l'animer, faire un rendu, machin. Donc c'est une étape de pré-production, on appelle ça comme ça. Et du coup, nous, on va se baser sur ça, donc sur cette étape qui raconte un peu l'histoire du projet qu'on est en train de faire, pour ensuite passer à l'étape de 3D, où donc il y a le layout dont on a parlé tout à l'heure, ou plus tard suivant le podcast, qui correspond à... La transposition du storyboard, mais en volume, en 3D dans le logiciel en fait. Oui, Voilà, oui. exactement. Avec un peu de mouvement de caméra, la mise en scène tout simplement du plan en 3 dimensions. Je pense qu'également dans tous les cas, tu pourras aussi mettre, quand on parle de ça, mettre des exemples aussi en vidéo. Il s'affiche depuis tout à l'heure à l'écran. Exactement. Il y a une vidéo qui est excellente là-dessus, c'est sur les étapes de production, les étapes d'animation de réponse, où on voit le storyboard, l'animatique 2D, l'animatique 3D, le layout, la première phase d'animation qu'on appelle le blocking ou le step, qui est en fait le fait de mettre les premières poses les plus importantes de votre animation. Donc en fait, une animation, comme je disais tout à l'heure, c'est une succession de poses, qui fait que plus vous allez mettre de pauses et plus le mouvement va être détaillé. Mais pour comprendre une scène, un plan, vous pouvez très bien mettre juste 3 pauses. Je m'explique. Un personnage qui donne un coup de poing. Je donne toujours ça comme exemple à mes étudiants. Mais un personnage qui donne un coup de poing, il vous suffit de juste avoir cette première pause-là, peut-être cette première pause-là, et cette première pause-là. En 3 dessins, vous pouvez très bien comprendre ce qui se passe. Donc, je pense qu'on peut résumer la partie blocking comme ça. Ça permet également, en fait, cette phase-là, donc on va mettre uniquement les premières pauses, les pauses les plus importantes, et on va passer par... on va présenter ce travail-là à notre superviseur, un chef d'équipe, qui va pouvoir déjà nous guider avec très peu de pauses si on part dans la bonne direction ou pas. En termes d'acting, on appelle ça, donc en termes de jeu. De choix, de jeu. Voilà, ouais. parce que c'est aussi la facette de notre métier qui est excellente, c'est qu'en fait, on est comme des directeurs d'acteurs, en fait. Et on fait vraiment de la direction d'acting, sauf que les acteurs sont nos personnages, nos marionnettes. Et donc, on présente cette première phase-là avec quelques pauses. Si on part dans la bonne direction, notre chef dit « Ok, rajoutez plus de pauses pour ajouter plus de détails. » Donc, ça va passer de ça à ça. C'est des keyframes. C'est des keyframes, exactement. Ouais. Des pauses clés, comme on appelle ça. D'accord, ouais, les pauses clés. Ouais. Et à chaque étape, en plus on a de pauses, il y a des personnes qui ne présentent pas tout de suite, des personnes qui ont besoin de, à chaque étape, montrer au superviseur. Et au bout d'un moment, en fait, on se retrouve avec suffisamment de pauses pour pouvoir rentrer dans d'autres étapes de clean, on appelle ça spline. Qui vont en fait interpoler vraiment toutes les pauses entre elles pour que ça devienne de plus en plus souple. Et on va vraiment faire du polish, un petit coup de polish, comme on dit, pour rendre ça, pour qu'à la fin en fait tout devienne hyper souple et lisible. On va rentrer dans les détails, dans des détails de posing, de silhouette, d'expression. Des fois, plus on a de budget, plus on peut rentrer loin dans l'animation et dans le détail. Ça va jouer dans des micro-détails, des eye dart, comme on appelle. C'est des micro-déplacements d'yeux. Et sur plein de petits détails. Des commissures qui vont bouger un peu de temps en temps, comme ça. C'est ça qui donne la vie, finalement. Exactement. C'est ce genre de petits détails aussi, effectivement.
Par exemple, sur le Vas-y, je t'en prie. pardon, sur Balloonerism, pour le coup, j'ai commencé sur mes premiers plans, c'était des plans où le personnage ne fait rien entre guillemets. Il regarde l'horizon. Donc on pourrait se dire bon bah on fait juste une pause qui est comme ça. Mais en fait, si vous faites juste une pause comme ça, vous allez avoir un personnage fixe. Donc en fait, il va se passer plein de micro-mouvements qui sont pas faciles à détecter. Donc c'est beaucoup d'analyse de référence. Donc c'est là où intervient aussi la prise de vidéo en référence. C'est vraiment ce moment où vous allez vous filmer et refaire la scène pour pouvoir avoir un modèle et pour pouvoir avoir cette référence justement pour pouvoir capter comment le corps se déplace, à quel moment, voilà, qu'est-ce qui part en premier, est-ce que les yeux partent en premier avant de tourner la tête, est-ce qu'après le sourcil il va peut-être se lever, à quel moment il va se lever, plein de petits détails comme ça qui vont nous faire comprendre en fait la succession d'enchaînements de notre corps en fait. Je sais pas si ça se dit, mais Ça passe. et donc toute cette phase de référence peut vraiment nous aider. Je me suis un peu perdu. Je sais. Mais j'ai trouvé que tu as très bien expliqué. Non, ouais, c'est du très coup. clair. Hein. Excellent. Excellent. Du coup, Moi, j'apprends plein de choses en tout cas. on se base sur l'histoire, on se base sur la Ah oui. cohérence avec les plans d'avant et d'après aussi. Mm. Quand on a juste un plan ou deux à faire à la suite, en fait, il faut garder en tête qu'on est dans un film ou dans un projet, ou dans un court-métrage, n'importe, et que du coup, il y a des plans avant. Donc, si nous, on imagine quelque chose par rapport à nos plans qu'on a envie de faire ou quoi, Ouais. bah, des fois, ça correspond pas exactement à la mentalité du personnage à ce moment-là. Et comme le dit Steve, c'est vraiment un travail où c'est être acteur, en fait. Mais pas avec son propre corps, devant une caméra, comme ici, par exemple. Bonjour, maman. Bisous, maman. Bisous. Mais c'est ça qui est la partie la plus créative, je trouve, et Ouais. moi qui me plaît le plus dans ce métier-là, c'est justement de faire ces choix-là. Et malgré le fait que, du coup, il y a toujours nos chefs d'équipe au-dessus de nous qui permettent de valider si on prend les bonnes directions ou pas. Au-dessus, il peut y avoir un directeur d'animation, du coup, qui, lui, valide la globalité du projet aussi, et les finitions. Et parallèlement à lui, le réalisateur, du coup, qui a sa vision, et c'est son projet, techniquement. Donc c'est lui qui décide et qui aura le point final, et le directeur d'animation doit se caler à peu près à la vision du réalisateur. C'est un peu comme en prise de vue réelle dans le cinéma, où tu as le réalisateur, tu as les personnes qui font la lumière, les personnes qui font tel ou tel, enfin tout quoi. Mm. Et du coup, c'est tout pareil, sauf que on est dans des ordinateurs. C'est ça. Voilà. Tu as dit quelque chose tout à l'heure, tu as dit plus on va aller dans les détails du visage, plus évidemment ça fait monter le budget. Ça vous arrive parfois d'être tenté d'aller un petit peu loin et on vous dit attention parce qu'après on va devoir avoir ce niveau pour tout le reste et on va pas pouvoir. Oui, ça m'est déjà arrivé, mais plus dans la série pour le coup. Parce que dans la série, on se retrouve avec des quotas très serrés. On doit être beaucoup plus rapide, plus performant. Donc en fait, il faut réussir à trouver le juste niveau de qualité d'anime sans trop en faire, parce que si on en fait trop, on va présenter après peut-être au réalisateur, il va faire ah, c'est exactement ça qu'on veut, sauf qu'en fait on n'a pas le temps. Donc Et tu te pièges. voilà. Dans le long métrage, pour le coup, qui est plus pour Alex à Illumination, ils ont beaucoup plus le temps pour pouvoir peaufiner, parce que quand je parle de budget, le budget est lié au temps aussi. Enfin, le temps est lié au budget pour le coup. Plus on a de budget, plus on peut se permettre en fait de prendre le temps de faire le film. Moins on a de budget, il faut se dépêcher, et moins la qualité elle sera présente. Ou alors il faut se retrouver qu'avec des monstres de talent qui vont à la fois super vite et en même temps on leur paye pas très bien et en même temps ils ont la motive. Enfin voilà. Ouais. Pour qu'en gros voilà, par exemple, sur Balloonerism, je ne sais pas du tout combien ça a coûté. Je ne me suis pas encore renseigné. Je sais qu'on avait... donc je ne peux pas te dire combien... Si on avait un bon budget ou si on n'avait pas énormément pour ce qu'on a sorti. J'en sais rien, je ne sais pas trop.
Je sais pas non plus, mais je sais par contre qu'on avait un budget limité. Oui, assez limité quand même. Et ça rejoint aussi le fait que c'était pas un projet purement lucratif, pour le coup. Ouais. C'est que comme on avait un budget limité, il fallait faire des choix et c'était pas pour justement dépasser, faire argent illimité, on pousse tout, comme ça on fait de l'argent après. Non, c'était vraiment, on a tant alloué à ce projet-là. Et il faut trouver les bonnes solutions pour faire quelque chose de la meilleure qualité possible. Ouais, tout à fait. Et par exemple, pour du cinéma d'animation, ça se compte en millions du coup. Parce que là, on parle de millions, ça peut faire peur. Mais il y a toutes les étapes, tous les gens à payer. Pour Universal Illumination, il y a aussi une partie marketing qui rentre en compte. Et, pour exemple, les Mignons, je crois que c'est quoi? C'est 200 millions, un peu plus? Je saurais pas te dire, mais je crois mais qu'on c'est tape beaucoup. dans des centaines de millions en fait. Oui, oui. Ouais. Et en fait, le marketing, tout ce qui est publicité, affichage, etc., mondialement, là, pour le coup, ça participe vraiment au succès du film aussi. Parce que si le film, tu ne sais pas qu'il existe, tu ne vas pas aller au cinéma pour le voir. Et ça, on a tendance à l'oublier, mais en France, en fait, on coûte moins cher à produire que Pixar ou Disney pour, je trouve, une qualité similaire. Ah oui, complètement. Et d'ailleurs, on parlait tout à l'heure aussi du fait qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent de pays différents. C'est vraiment melting pot, comme on dit, d'artistes en tout genre. Et en fait, même à l'étranger. Et on a beaucoup de Français qui partent à l'étranger, qui vont dans des studios au Canada, en Australie, à Londres. Et en fait, ça, c'est vraiment super aussi. Et tous les budgets sont différents en fonction des productions. C'était la parenthèse thune. Ouais. Mais qui est moins notre Oui, métier. non, carrément. Non, mais tu as souligné un point quand même important parce que c'est vrai que je me suis renseigné très récemment sur des films, les budgets, ce que ça rapportait. C'est très intéressant. Et à chaque fois, il disait n'omettons pas qu'il y a quand même une bonne partie qui est consacrée à la pub, qui, sans cette partie-là, ne ramènerait peut-être pas autant de gens. Comme tu l'as dit, si le film, on ne sait pas qu'il existe, ça marche pas. Et dernièrement, je pense que tu peux trouver facilement quelques films que tu aurais peut-être été voir et tu vas dire ah j'en ai pas du tout entendu parler ou ah je savais même pas que ça existait. C'est au moment où je vous parle, c'était il y a, je vais dire moins de 24 heures, moins de 20 heures même. Il y a le trailer du dernier Jurassic World là qui est sorti. Ouais, j'ai pas. Ouais. j'ai vu, bon. Mais laissez-le tranquille, oui. Laissez-le mourir. C'est fatigant. Je parle de ça parce que je pense que là, dans les semaines, les mois à venir, jusqu'à sa sortie en juillet, ça va bombarder, quoi. Ça va être partout. Et sans compter tout ce qui est produits dérivés, Lego, tout ça. Donc, ouais, c'est là que tu te rends compte que sans ça, c'est compliqué. Effectivement, c'est clair. Alors, il y a quelque chose qui m'intéresse parce que tu es chez Illumination. Donc, tu as bossé sur des films excellents comme Les Mignons. Tu as bossé sur Mario, j'imagine? Eh bien, non. En tout cas, je suis quelqu'un qui a refusé à l'époque de travailler sur Mario. Ah, la classe! Oui. Non, mais c'est juste qu'il y avait un autre projet. Trop fort. En fait, la particularité d'Illumination jusque-là, en tout cas, c'est que on a, quand il nous faut confiance, ils peuvent nous reprendre pour les projets suivants. Et donc, on termine un projet, on a ce qu'on appelle un break, une pause. Et si on veut, on sait déjà qu'on a discuté avant pour pouvoir être sur le projet d'après. Bon, forcément, ça dépend des gens, ça dépend des volontés. Et c'est aussi l'avantage d'être intermittent, d'ailleurs. Oui, parce que tu es intermittent du spectacle. Exactement. Tu n'es pas salarié, il faut le préciser quand même. Parce qu'il y a, en tant qu'animateur 3D, on peut être intermittent, on peut être freelance aussi. Il y a beaucoup de statuts, mais l'intermittence permet en tout cas de pouvoir changer de projet comme on veut. On n'est pas lié, je ne suis pas lié à la boîte, à Illumination. J'ai pas vendu mon âme. La preuve, j'ai pu faire ce projet-là, justement, dans une période de creux. Je venais juste de terminer Moi Moche et Méchant 4, donc la partie animation, et ça s'est enchaîné directement
le temps d'un week-end qui passe et paf, j'étais à l'autre projet. Et, et je ne sais plus ce qu'on disait. Non, on parlait tout à fait de ça, mais j'en profite pour rebondir. Tu as parlé d'intermittent du spectacle. Mhm. D'après tous les gens que je connais dans l'industrie, concept artistes ou autres, alors c'est, il me semble, le meilleur statut en tout cas. Et vous êtes très protégé d'après ce que j'ai compris. Surtout qu'au moment où on parle, on a encore eu le droit à un 49.3 Exodia. La bonne TVA qui ouais. passe à 25K par an. Voilà. Et parce que c'est vrai que l'auto-entrepreneuriat, là, c'est en train de mourir en France entre les acres qui ont été réduites, les cotisations qui vont augmenter jusqu'en 2027, sauf erreur. Mais par contre, les animateurs avec qui j'ai parlé ont dit ouais, intermittent du spectacle, on est quand même bien protégé, c'est assez solide. Tu le ressens bien ça? C'est un système qui fait qu'il faut que tu travailles à un minimum d'heures pour pouvoir atteindre des droits qui te permettent d'avoir des allocations chômage, donc d'être payé en fait par Pôle emploi, donc France Travail maintenant. Et donc, pour atteindre 16 heures, il faut travailler tant de temps dans l'année. Je crois que c'est 507. 507, pour l'instant, c'est toujours 507 heures. Ouais. Voilà, mais il y a toujours des... C'est un statut qui est vraiment spécifique aussi à la France. Donc, c'est soumis au changement régulièrement. Il y a des choses qui passent ou qui ne passent pas. Mais effectivement, en tant qu'intermittent, on peut se retrouver à terminer un projet et on n'a pas de travail après. Il n'y a rien, on ne trouve pas. C'est un peu la galère. Et du coup, d'avoir une espèce d'assurance chômage, ça permet aussi de pouvoir être un peu plus tranquille pour pouvoir chercher un autre travail, enchaîner, parfois même pouvoir bosser sur des projets personnels. Parce qu'en tant qu'artiste, on peut avoir des projets à côté, que ce soit de la musique, du dessin Tout à fait, ouais. ou complètement autre chose. Ça permet de préparer parfois aussi d'autres projets. Par exemple, des courts-métrages ou notamment des courts-métrages. Si tu bosses 5 jours sur 7, H24, c'est trop compliqué pour pouvoir enchaîner et faire ton propre projet. T'es crevé après. Si tu as du temps à louer pour le faire bien, pour être serein et te dire, ok, donc ce temps-là où j'ai une période de creux avec ma carrière professionnelle, je la loue à faire mon projet perso, démarcher telle ou telle personne si je veux créer quelque chose. Ça permet aussi ça. Donc et ça, c'est plutôt cool. Une bonne, on va dire, stratégie, ça serait en gros de t'assurer de faire tes 507 heures, on va dire de janvier jusqu'à ce que tu les aies, et peut-être même profiter de ton chômage qui t'est dû pour pouvoir te sentir même un peu plus épanoui en bossant sur des projets personnels, peut-être même apprendre des nouvelles techniques ou continuer à avancer. C'est important de toujours se mettre à jour aussi dans le métier. Parce que Oui, ne serait-ce qu'avec les IA, il y a beaucoup de choses qui changent. Et il faut toujours entraîner son œil pour l'animation, en tout cas. Donc quand je dis ça, c'est regarder, se nourrir en fait d'animation pour, comme on disait, c'est un métier très personnel, pour le recracher après dans nos projets, dans ce qu'on fait. Ah, ça, j'avais bien aimé. Tu analyses le mouvement, tu fais les références dont tu parlais. Tu les stockes dans ta tête, tu les stockes, tu les redessines, tout ça, tu l'apprends, tu le redigères et ensuite, sans même t'en rendre compte, tu peux le redonner en fait dans tes projets et ça, c'est top aussi. Par contre, pas tout le monde choisit de bosser un minimum d'heures et ensuite de faire ses propres projets, etc. Parce que ça peut ne pas être suffisant. Ça, il faut en avoir bien conscience. C'est qu'on ne va pas gagner autant si on ne travaille pas que si on travaille. Ça paraît logique et c'est plutôt rassurant d'ailleurs, parce que sinon, ce serait la catastrophe. Mais au moins, c'est une sorte d'assurance de ne pas non plus être à la rue si paf, on n'a plus rien pendant plusieurs mois. Tout à fait. Donc, c'est assez important dans notre milieu. Ouais. Ça peut faire peur aussi de te dire septembre, j'ai validé toutes mes heures, je vais prendre 3 mois, mais après, j'ai rien booké en janvier ou j'ai pas de visibilité, donc c'est un peu risqué aussi. Donc, il faut aussi s'assurer peut-être de travailler avec des studios avec qui tu as peut-être déjà convenu d'une reprise de projet à une période précise pour que tu sois un peu moins stressé, un peu moins la boule au ventre, quoi. Exactement. C'est ça qui peut être un peu compliqué dans notre métier aussi, c'est que comme on a le choix des projets, parce qu'on n'est pas lié, encore une fois, à une entreprise en particulier par un CDI, ou sauf cas exceptionnel,
C'est bien parce que ça nous permet de bosser sur ce qu'on aime. C'est un peu moins bien parce que quand il n'y a pas de travail ou quand la conjecture est assez compliquée, on se retrouve un petit peu démunis. Et donc, ce genre de choses permettent de pallier à ça. Ouais. C'est très bien. Ouais. Non, mais on est bien ici, hein, dans ce pays. pour ça, Et en tout cas, notamment, c'est vrai que nous, on est quand même, je pense, les mieux lotis complètement. des intermittents Tout par à fait. rapport Je suis aux d'accord. danseurs, au métier du spectacle, Exactement. etc., J'allais y venir. qui ont des projets, des missions plus courtes. Tout à fait. Nous, on parle de parfois quelques semaines, mais parfois des mois, et parfois, pour le long métrage notamment, qui est un film d'1 heure et demie parfois, c'est très long à faire. Moi, chez Méchant 4, je crois que j'ai bossé 2 ans et demi dessus. C'était ma plus longue production. Ah oui, d'accord, ok. Oui, quand même. Ah oui. Et full time ou avec des coupures Full time. Ok. Ah oui. Et là, tu es Et, sur un autre gros projet d'ailleurs. Là, oui, j'ai un projet qui n'est pas encore annoncé, donc je ne pourrais pas en parler. C'est Illumination aussi. Mais qui est Illumination. C'est un peu dans la... En fait, j'ai l'impression qu'Illumination propose la recette que les gens aiment, donc les mignons. Il y a eu un Mario qui a été fait aussi, qui a très bien marché, qui est de super bonne qualité, qui fait plaisir aux fans, c'est Excellent. top. Et il y a eu aussi Migration, du coup, qui est un projet de Benjamin Renner, qui est un auteur de BD à la base, storyboarder, qui est quelqu'un de très talentueux, très humain. Parce que du coup, on est amené en tant qu'animateur à bosser avec le réal aussi, vu que c'est lui qui décide que font les personnages. Donc c'est bien si on communique, quoi. Et du coup, sur ce projet-là, moi, j'ai pas fait très longtemps, mais c'est un projet un peu outsider de la boîte. On parlait de publicité, de marketing, tout ça. Il y en a eu un petit peu moins sur ce projet-là. Ça n'en fait pas moins, ça n'en fait pas un film un petit peu moins bien que Les Mignons, quoi. C'est juste différent, c'est moins comique, mais c'est tout aussi sympa. Et donc là, je suis sur un film qui est un peu, on va dire, un outsider de la boîte, donc qui n'est pas Les Mignons, qui, vous verrez, quand ce sera Une annoncé. nouvelle licence, j'imagine. On ne sait pas. Ah, ça se trouve, tu bosses sur On Zelda verra. et on ne le sait pas. Il y a beaucoup de rumeurs sur Internet partout. Moi, j'ai Metroid Prime. pas mal de réponses que je ne dirai pas sous peine d'aller en prison. On veut surtout Tout à pas fait. que t'aies de problème. On sait à quel point les clauses de confidentialité, ça rigole pas. Et c'est très important, oui. Ouais, et ça, faut les respecter. Donc, non, on va pas te soudoyer ou te faire boire autre chose que de l'eau, hein, sous peine de ne plus être assez efficace dans nos propos. Je serais très curieux de connaître quand même vos influences pour, alors, pas que pour les étudiants en animation, pour tout le monde, hein. Il y a autant des professionnels que des étudiants qui regardent le podcast ou qui l'écoutent. Il faut d'ailleurs que je mette ça sur Spotify à un moment quand même. Ça peut être pas mal. Mais qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller dans le métier et quelles sont les influences qui vous ont marqué, peut-être un film ou une œuvre en particulier qui vous a, quand vous l'avez vu, ça vous a mis une claque. Moi personnellement, l'animation, ça je l'ai envisagé à un moment. C'était Le Petit Dinosaure à la Vallée des Merveilles et je ne pourrais plus le revoir. Parce J'ai pas que vu. juste la musique, c'est les chutes du Niagara. Tu l'as jamais vu? Non, Don't Blues, Le Non. Petit Dinosaure à la Vallée des Merveilles. non, je vois pas ce que Et c'est. le titre anglais, il est encore plus mélancolique, c'est The Land Before Time, Je sais plus, hein. The Land of, enfin The Time Before, quelque chose comme ça. Désolé, je vous l'afficherai pour me faire Non. pardonner. Ouais, magnifique. Mais c'est à vous que je m'adresse, donc je vous laisse me partager tout ça. Par où commencer? Moi, je sais que la première claque que j'ai eue, c'est-à-dire que le premier dessin animé où on a encore des vidéos de ma famille où je suis là, maintenant, c'était Le Roi Lion. Ah bah oui. Le Roi Lion, pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, c'est toujours, oui, pour moi, c'est toujours un top 1. Mais après, il y a pas mal de gens qui se voient surcotés. Je peux comprendre pour certains. Bon, après, moi, ça me parle. Mais ce qui m'a vraiment donné envie, je crois, le deuxième claque que j'ai dû avoir, c'était. Je sais que Shrek, quand c'est sorti. Oh, Banger absolu. ah ouais. Comme on Oh dit. la tarte. Je me souviens que Shrek, ce qui nous avait tous choqués, c'était l'humour. En fait, on n'avait jamais vu un style d'humour comme ça en animation 3D. Et autre claque, mais pas de la même manière, j'ai vu Ghost in the Shell, mais beaucoup trop tôt. Ah Alors, oui. petit et
Et en fait, bah, j'ai rien compris. Mais j'avais par contre cette sensation de qu'est-ce que je suis en train de regarder. J'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai jamais vu un style d'animation comme ça. De toute façon, la Japanime en général, j'ai des images de moi petit. Quand je vois ça, je me prends des claques énormes. Donc à l'ancienne, hein, je sais que j'ai pu. Alors je suis né un peu trop tard, mais par rapport au Club Dorothée, quand je me souviens en fait des derniers instants du Club Dorothée, mais je n'ai pas vécu le Club Dorothée parce que bah, je suis né en 93 et je sais, ça s'est terminé en je ne sais plus quelles années. Mais j'avais cette image, bref, pour dire que j'avais cette image juste de Piccolo. Donc petit Satan, petit cœur dans Dragon Ball, qui me faisait extrêmement peur quand j'étais petit. Et je ne connaissais pas Dragon Ball, je me souviens juste de cette image et je captais que c'était au Club Dorothée parce qu'il y avait que sur cette chaîne où il passait, il me semble. C'est ça, ouais. Donc j'ai cette image de Piccolo vert avec je sais plus, un soleil brûlant autour, derrière lui, mais il y a quelque chose où j'étais là, oh, qu'est-ce qui se passe? Et j'avais cette même sensation sur Ghost in the Shell, et cette même sensation, je crois que j'avais vu une image d'Akira passer, mais c'était ce truc de, oh, tu sais pas si t'es trop jeune pour voir ça, mais en même temps, quelle tarte et quelle expérience. Je sais que même à l'heure d'aujourd'hui, quand je les revois, j'ai ce même truc de genre, wow, c'est fort, c'est très fort, très puissant, des images très puissantes, dures. Et oui, et puis je pense qu'à mon avis, ce qui m'a donné surtout envie, j'ai un souvenir où, à la base, je voulais faire de la bande dessinée, personnellement. Je pense parce que, tout simplement, bah, tu vas chez Papy Mamie, il y a toutes les bandes dessinées, Astérix, Tintin, Spirou, bon, je crois qu'on les a tous eus, tous lus. Et j'ai toujours voulu dessiner, raconter l'histoire. J'adorais... je pense que c'était aussi ma manière d'attirer l'attention sur moi. J'avais envie que ma famille me dise « Ah, c'est super, c'est beau !» Et du coup, j'adorais dessiner et puis en plus montrer et voir une reconnaissance là-dedans. J'avais l'impression qu'en fait, c'était là où je m'exprimais le mieux. Et donc à la base, c'était cette volonté de raconter des histoires à travers ce support-là, la bande dessinée. Ce qui m'a fait revenir à la réalité, je me souviens qu'en fait, je cherchais une école au lycée. Non, au collège, je cherchais une école donc pour le lycée. D'art, où je pouvais faire une option art plastique ou art appliqué, mais je ne connaissais pas l'art appliqué à ce moment-là. Et j'étais allé au festival au Printemps du Livre à Montaigu. Donc toi, tu connais Montaigu, tu connais pas Montaigu? De Nantes à Montaigu. De Nantes à Montaigu. Ça a l'air très joli. C'est juste à côté de Nantes. Et il y a le Printemps du Livre là-bas, et donc j'ai pu aller me faire dédicacer des bandes dessinées que j'avais pu avoir. Et il y avait des auteurs là-bas de cette bande dessinée. Et en fait, je demandais juste, voilà, j'aimerais bien faire de la bande dessinée. Donc déjà, eux, ils ont tiré une tête, genre, waouh, Fuis. genre ouais, prépare-toi, ça va être difficile. Parce que moi, inconsciemment, enfin naïvement, j'avais ce truc de, je sais pas, ça a bien marché pour Goscinny et Uderzo, et je me suis dit, ouais, mais attends, on a affaire à des ovnis dans ce milieu-là. Et puis, non, ils m'ont juste dit que, bah écoute, il y a cette école-là à Montaigu qui s'appelle l'école Léonard de Vinci, qui propose une formation d'art appliqué, où tu vas pouvoir vraiment t'ouvrir artistiquement et ça peut être une porte pour pouvoir entrer dans ce milieu-là. Mais la bande dessinée, quand même, j'ai eu ce dernier message, accroche-toi, c'est une vie très difficile. Parce que moi, j'avais quand même cette réflexion de genre, bon, je veux faire un métier dans l'art, mais je veux aussi gagner ma vie. Enfin, je veux pas devenir riche, mais je voulais au moins vivre convenablement, un minimum. Donc ils m'ont dit genre, tu vas en chier, tu vas en chier. Donc bon, j'ai pu rentrer en art appliqué et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas fait pour moi non plus, dans le sens où l'art appliqué était beaucoup plus axé sur les métiers de la communication visuelle en général, mais ça regroupe surtout le design d'espace, le design d'intérieur, le design d'objets, ce rapport au réel vraiment, le rapport au client, les études de cas, plein de choses qui font que voilà, il faut penser surtout au client, que va dire le client et comment vendre aussi l'objet en beaucoup de masturbation intellectuelle. On en apprend, c'est pas mal pour apprendre à vendre, à se vendre, à vendre quelque chose, mais c'est beaucoup de bullshit, mais ça fonctionne. Et moi, ce que je voulais, c'était surtout revenir à... Mais en fait, moi, je veux raconter des histoires et je m'en fous si mon canapé, il commence à marcher. J'en ai rien à foutre que le client, on me dise... ou que quelqu'un me dit, bah non, c'est pas possible, on peut pas le faire parce que mécaniquement, et les budgets... Bon, non. Donc moi, et en fait, je me suis retrouvé avec 4 copains dans ce milieu-là, enfin, dans cette classe. Et on voulait tous... on s'est rendu compte qu'il y avait des écoles de cinéma d'animation. Et c'est comme ça qu'on a découvert les écoles de cinéma d'animation. Et après, bah voilà... pour finir là-dessus, on a passé
nos concours, nos entretiens, on a pu rentrer et c'est parti comme ça. Mais en tout cas, voilà, cette volonté de vouloir raconter l'histoire, elle vient déjà de la bande dessinée à la base. Et de certains chocs de dessins animés où je m'étais dit, genre, waouh, mais il y a des gens qui font ça en fait. Et c'est venu par Roi Lion, les Japanimes que j'ai pu vous expliquer, et Toy Story et Shrek. Ça, c'est les 3, les 4, 5 là. Donc clairement, je me suis dit, je veux faire ça, absolument. Ça va, t'as des super références quand même. Ouais, bah, ça reste des classiques, c'est pas très. Je pense que. Ouais, mais ça va. C'est pas Mais, non plus le fond de tiroir que personne n'a vu. Non, mais tu sais, il y en a des fois que c'est un genre, ouais, moi j'ai adoré le truc de je sais pas qui au Japon, hyper pas connu. Moi, j'ai genre vu Le très Roi et sombre. l'Oiseau. Et... Voilà. C'est vrai que tu cites Le Roi Lion. Il a super bien marché, bien sûr. C'est un succès de malade. Hercule aussi. Et derrière, il y avait Aladdin. Ouais. Aladdin qui a été aussi un énorme succès. Donc, c'est juste notre génération, en fait. Aladdin, ouais, c'était incroyable. Incroyable. Mais ouais, Le Roi Lion, quand c'est sorti quasiment, je crois, en même temps. Parce que je me souviens qu'à l'époque, on m'avait dit, tu vas aller voir ça ou ça. C'était Le Roi Lion ou Astérix et les Indiens, je crois. C'est 95, il me semble. Oh là là. Ouais, c'est ça, ouais, c'est cette Astérix et les période-là. Indiens. Ah, il était- Astérix. il Faut aller était voir su- Astérix. Et super Astérix. Et bah, les Indiens. il est super aussi, mais bah. Les 12 travaux aussi. Qui Ouais, m'ont- les 12 travaux, il est génial. m'a bien C'est marqué. Très très bien. On aurait aimé l'avoir en BD celui-là, hein, parce que c'est vraiment une odyssée, quoi. Et puis on Complètement. adore quand Astérix et Obélix ils partent pour aller, genre le Tour de Gaulle. Oui. Ça en animé, ça aurait été génial, quoi. Non, et puis, parenthèse là-dessus, mais c'est vrai que Astérix en plus, et 12 travaux, il peut être. Je sais pas vous, mais moi, je sais pas à quel âge vous l'avez vu, mais moi je l'ai vu petit quand même. Petit aussi. Ça peut faire flipper Il y un a peu. des Il y a séquences, des séquences très sous LSD la en fait, grotte, ce ouais. truc. Ouais, La grotte, exactement. mais même l'île des. Des Amazones. C'est les Amazones. Ouais, moi, c'est je me ça, dis, ouais. bizarre. Oui, elles sont animées très, c'est Ouais, très ouais, ouais. gélatineux, tu vois. C'est bizarre. Exactement. Il y a ce truc un peu. Oui, t'as l'impression que la focale, Bah. elle change, c'est très bizarre. Un peu comme les triplettes de Belleville. Je Oui. sais que ça. Oui. En fait, il y a tout qui me revient petit à petit de plein de films qui m'ont marqué, mais il y a ce truc. Ouais, c'est bizarre, c'est filmé C'est d'une certaine étrange, manière où tu te dis, ouais, mais qu'est-ce qu'ils viennent de prendre là Et il y a de l'animation Ouais. qui peut aussi te faire très peur parce que, alors je sais pas vous si ça vous est arrivé, mais ça m'est arrivé quand j'étais enfant de regarder des dessins animés, mais beaucoup, et parfois très tard. Et je pouvais tomber sur des chaînes avec des dessins animés, mais qui étaient plus pour les adultes. Alors ça allait pas sur des choses non plus sexuelles ou autres, mais c'était très cringe au niveau de l'animation, tu vois. C'était gore même parfois. Et ça faisait flipper. Et c'est là que tu te dis, bon, en fait, l'animation, c'est pas que des choses pour les enfants, tu vois. Et Ah oui, complètement. surtout si tu comptes ce qu'on peut un peu appeler la vague Adult Swim, où tu as récupéré évidemment tout ce qui est South Park, Ah ouais. plus tard tout ce qui est évidemment Rick and Morty, Family Guy, toutes ces choses-là qui... Mr. font Pickles. que- Oui, voilà, tout à fait, ouais. Et on a vraiment, il y en a pour tout le monde. Et c'est ça que je trouve génial aujourd'hui, c'est que l'animation s'adresse vraiment à tout le monde et pas qu'aux enfants, quoi. Et Ouais, même c'est- l'animation pour enfants, au final, elle s'adresse pas qu'aux enfants. Si vous regardez Totalement. Coco de Pixar, ça va toucher tout le monde. Que Si- j'ai toujours pas vu Coco. Si vous avez Ah. une grand-mère, ça va vous toucher. Oui, bah oui, je sais. Il faut. Bah, Il faut- c'est ouais, il faut que tu le vois, la c'est un grande beau qualité film. de Pixar, c'est Ouais. de toucher justement beaucoup de gens. Ouais, c'est des Mm. sujets simples, entourés d'un Universel. enrobage très sucré et magnifique. Mais je pense que c'est aussi pour ça que ça marche aussi bien. C'est des thèmes simples, c'est l'amitié, relation père-fils, la puberté. C'est des choses qu'on retrouve au quotidien, peu importe que ça soit raconté à travers le prisme de la science-fiction ou de la fantasy. Oui, oui. Ça Tout reste à fait. très touchant, quoi. Oui. Il y a la série BoJack Horseman aussi, si vous l'avez jamais Incroyable. vu. Incroyable, ouais. Magnifique, plus pour adultes également Elle aussi. est très sombre. C'est On très en beau, parlait c'est beau, c'est J'en parlais en magnifique. cours, je crois, hier. Alors, je pense que la plupart des gens connaissent, mais pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, c'est la carrière, on va dire, post-succès d'un acteur qui était dans des sitcoms, plus dans les années 90, je pense qu'on peut dire. C'est ça, ouais. Et en termes d'esthétique, bah, c'est mélange humain anthropomorphe, hein, c'est ça, c'est le Tout à héros, fait. c'est un homme cheval, quoi. Et c'est très dur, hein, notamment les scènes sur les enfants stars des sitcoms. Et Ouais. c'est inspiré vraiment de beaucoup de la réalité, avec ces enfants stars qui partent en vrille, la drogue, Une le relation suicide. avec les parents horribles, des choses comme Ouais, ça. c'est C'est là- là Mac c'est- Miller encore. Ouais, hein, Mac Ouais. Miller. qui a explosé Et à tout revient 15-17 à ans. ballon, mais C'est dur de gérer le succès après, hein. Effectivement. ouais. Et bon, c'est la partie un peu sombre du podcast, mais vous inquiétez pas, on revient au Roi Lion dans quelques instants. Mais oui, il faut le dire, hein, il y a de l'animation vraiment pour tout le monde. Et je pense qu'on doit parler très rapidement, parce que toi aussi, tu as des choses à nous dire. C'est de Rick and Morty, parce que je pense qu'en termes d'animation, de scénario aussi, mais c'est
ça va vite. C'est très intelligent. Ouais. C'est très intelligent. Très, très fort. C'est dense et c'est généreux. Voilà. Oui, et puis on passe par ce qui est super, ce que j'aime énormément dans cette touche-là d'Adult Swim, c'est que on présente à la base une série qui est méga drôle et complètement tarée, et puis plus on avance et plus on rentre dans des sujets deep, C'est ça. le combo marche super bien. De commencer par des choses un peu plus absurdes, et puis tout d'un coup, il y a un épisode qui se termine et tu fais genre, mais j'étais censé rigoler, comment ça, pourquoi vous commencez à me parler de choses tristes, et là t'as un rapport au personnage qui change complètement. Mm. C'est excellent. Avec leur backstory, notamment Ouais. Rick, c'est incroyable. On a l'impression Excellent. qu'on assemble un puzzle au fur et à mesure qu'on regarde la série. Et c'est même encourageant, je pense, de regarder les toutes premières saisons pour essayer de voir des choses. Il y a des gens sur le net, mais ils font des analyses mais Ouais, monstrueuses. c'est dingue. C'est Ouais. dingue, il y a tellement de choses qui nous passent au-dessus de la Ouais. tête. Juste pour finir là-dessus, l'épisode notamment où vous avez, c'est Joseph Campbell, ce qui a écrit le Monomythe. Ouais. Cet épisode, mais il est incroyable. La baleine, tout ça, tous les designs présents, tous les props présents, tout est lié à une connotation. Ouais, c'est excellent. C'est extraordinaire. Ouais, vraiment. Alors et toi, Don't Blues, dis-moi que tu connais quand même. Je connais, mais c'est C'est un assez bon gars. drôle parce qu'en fait, on a à peu près la même histoire. Ah ouais. Et oui, Astérix à fond, le Ouais. papy, mamie, hop, Ah, on lit excellent. les BD. C'était peut-être Jusqu'à, cousin. Hein. Le festival de BD de Montaigu, Ah, Printemps du Livre, ouais. mais moi qui étais à Cannes-sur-Mer, Ok. où c'est à peu près la même histoire. On t'a remis à ta place, c'est ça. Je suis donc mon frère caché depuis Exactement. Mais non, sans parler de remettre à ma place, mais j'ai pris conscience que c'est une passion, mais c'est aussi parce que du coup, moi aussi, j'étais très intéressé par la BD. Et c'est une passion, mais il faut vivre aussi. Et il faut en avoir conscience. Donc ça, c'était très bien aussi d'en avoir conscience assez tôt. Et du coup, moi, je me suis dirigé vers ce qui se rapprochait le plus. Enfin, je voulais faire quelque chose d'artistique. J'ai fait aussi art appliqué, donc ça regroupait l'architecture, la communication, tout ça, comme ce qu'a dit Steve. Mais dès que c'était très formel, on ne doit pas dépasser le trait du feutre, doit être parfaitement droit pour faire des plans comme ça. C'était pas mon truc. Moi, j'ai toujours dessiné des petits croquis, des trucs vite fait. Et en fait, ça me sert un petit peu maintenant parce que dans l'animation, il faut, comment dire, être très efficace et même dans les traits, dans des lignes de force. Donc toi, c'est aussi ton métier de trouver ça. Bien sûr. Ouais. Et on le retrouve aussi dans l'animation parce que l'animation, c'est juste une succession de dessins, que ce soit de dessins dessinés en peinture, etc. ou en 3D. Donc ça, c'était assez marrant de partir là-dedans, du coup. Et donc, je me suis rapproché de l'animation, parce que j'aimais bien ça aussi. Je citerai aussi L'Âge de glace, qui a été un moment marquant aussi, que j'ai vraiment adoré. J'ai revu plusieurs fois, c'est génial. En BD, ouais, la BD franco-belge, tous les Gastons... Astérix, j'étais abonné à Kid Paddle Magazine, j'étais abonné Kid à Paddle. Spirou Kid Magazine, Paddle. Kid Paddle, incroyable. Très Mickey efficace, aussi. ouais. Enfin, j'ai eu la chance, mes parents m'ont payé les abonnements BD. Pour ça, j'étais très chanceux. Et voilà, donc ça m'a dirigé vers ça. Et donc j'ai fait une école à Arles d'animation. Et je ne savais pas exactement vers quoi je voulais me diriger. Je savais que je voulais faire quelque chose par rapport à l'art. Mais que ce soit faire bouger les personnages, faire mettre les lumières dans la scène, faire les dessins, les concepts, tout ça, je ne savais pas trop. Enfin, j'étais là pour apprendre de toute façon. Et en fait, c'est un peu naturellement que je me suis orienté vers là, parce que j'avais l'impression que c'était un peu plus simple pour moi. Et c'est pour ça que je parlais de ressenti aussi. Et en fait, ça s'est un petit peu confirmé au fur et à mesure. Et pareil, j'ai pris goût petit à petit à ça. J'ai découvert les Ghibli tard, genre à 17-18 ans quand même. Donc pour quelqu'un qui bosse dans le milieu de l'animation, dire ça, c'est un peu chaud, mais... Je
crois que je Mais, suis comme toi, ouais. 17-18 Ouais, ans. il y en a que j'ai pas vu encore, hein, toujours pas. mais c'est normal, hein. Moi, j'ai pas vu Titanic. Tu vois. J'ai Ouais. l'impression de savoir tout ce qu'il y a à savoir sur le film, mais du coup, ça me donne pas envie de le voir. Moi, j'ai Et pas on a vu, tous des films qu'on n'a pas vus. On n'a pas vu Totoro. Mais il y en a qui sont. Faut C'est moins grave. se motiver aussi. Le tombeau des Lucioles, c'est dur de le lancer. Hein. C'est Ah vrai ouais, que, oh là là. gros impact celui-là, Mhm. compliqué, ouais. Mais en tout cas, un peu comme toi, animation, les Disney. Maintenant, je suis moins client de l'animation des Disney, qui peut être un petit peu ce que j'appellerais sous l'eau, mais qui a un style vraiment particulier, où la beauté de la pose prime sur le rythme. Et moi, comme je suis quelqu'un d'un peu plus brouillon, on va dire, j'aime bien quand ça bouge de manière satisfaisante pour moi, que c'est, je sais pas, c'est un peu plus organique, un peu plus timé, un peu plus rythmé. Le gars critique Disney. mais quand on est, Non, mais genre, quand on est la dans mode ce milieu-là, on se rend compte à quel point les types d'animation sont complètement différents. De parler d'animation japonaise qui est vachement plus économe en fait, en termes de pause, par rapport au Roi Lion justement, ou à d'autres films. C'est vachement intéressant de voir énormément de films d'animation si vous voulez bosser dans ça, pour pouvoir aussi avoir sa propre idée de qu'est-ce qu'on n'aime pas. Est-ce que tu vas tout plaquer pour aller dessiner au Japon de l'animation 2D, ou est-ce que tu veux faire de l'animation 3D ou autre. C'est vachement intéressant. Et du coup, moi, comme j'étais plutôt franco-belge, j'étais plutôt classique, on va dire, je me suis orienté vers l'animation traditionnelle 3D, du coup. Et en termes de référence, c'est ça, hein, c'est la BD. Là, récemment, j'avais découvert 20th Century Boys en manga. Je sais pas si vous l'avez lu. Si, c'est un- Pas lu, mais je vois ce que c'est. Et très je bien. trouvais ça génial, ultra cinématographique, parce que du Ouais, coup, c'est stylé. ma passion de l'animation a aussi, disons que j'avais plus la passion du cinéma que de l'animation, et les deux se sont un peu entremêlés. Et c'est vachement cool, parce que du coup, maintenant j'aime un peu tout. Et je sais aussi ce que j'aime pas, comme beaucoup de gens. Ouais, bien sûr. Et du coup, 20th Century Boys, très bon manga. Enfin, je vous invite à lire. Quoi d'autre Un truc qu'on n'a pas parlé, mais la stop motion. Oui, justement. Stop motion, J'avais incroyable. Hardman, Laika, tous les Laika, ouais. studios. Excellent. Monsieur Link. Voilà, c'est gros mythe. Parce qu'en fait, Ouais, voilà, c'est gros quand mythe, plus on parle, Clairement, et plus ouais. en fait, il y a tout qui me revient, tout ce qui m'a claqué à la tronche quand j'étais petit. Voilà, c'est gros mythe. Incroyable. Ouais. Oh là là, la folie de Voilà, c'est gros mythe. Voilà, Le c'est pingouin, Pingouin, là. Chicken Run, tout Oui, ça. le pingouin qui a martyrisé tout le monde dans Ouais. Voilà, c'est gros mythe là. Enfin, c'est un manchot ou un pingouin, attention. Ah, et c'est une poule, il a un gant sur la tête. Chicken Run. Et Chicken Chicken Run, Run, film très marquant aussi. C'est bien marqué. Hein. Excellent. Ouais, super film. Et on parlait tout à l'heure de scènes fortes, visuellement, qui peut un peu nous traumatiser ou pas. Moi, je me rappelle notamment de Blanche-Neige, la séquence avec la sorcière qui est sur son rocher, il y a les éclairs derrière et tout. Je sais pas vous, mais ça m'a fait un petit peu peur à l'époque. Ouais. Et j'ai un peu l'impression qu'on perd ce côté un peu risqué de traumatiser, entre guillemets, les enfants en ce moment. Parlons de ce sujet. Aïe. Mais là, vu qu'on se dirige vers une animation pour adultes qui est un peu plus généralisée, un peu plus populaire, il y a eu beaucoup de projets qui ont marché, notamment grâce à Arcane et d'autres. Ouais, Arcane, ouais, ça. Merci Arcane. Hein. C'est vrai que ça. Il y a eu le Spider-Verse aussi là, Spider-Verse, qui a introduit des scènes violentes. Mais c'est vrai qu'il y avait cette sensation pendant un petit moment là que les dessins animés devenaient de plus en plus édulcorés. Et moi je sais que ça m'emmerde pas mal de voir un film où je n'ai absolument pas peur du tout à aucun moment pour les protagonistes. Il n'y a pas d'antagoniste. L'antagoniste finalement il est gentil. Il n'y a plus de vrais méchants. Il n'y a plus d'enjeux, Il n'y a finalement. plus de réels enjeux. Ouais, Tout il y a va plus très d'enjeux. très vite également. Moi je suis allé voir avec mes petites sœurs Vaiana 2 là. Tout va trop vite, les moments de doute ou de peine où il peut y avoir quelqu'un qui disparaît, là tout d'un coup c'est réglé en... Il y a un petit doute et puis là un personnage arrive,
allez, t'inquiète pas, ça va le faire. Ok, ça va le faire, et ça repart. Et tu fais, mais il n'y a pas un grand moment. Moi, je sais que j'aime énormément, ça fait partie des dessins animés que j'aime le plus, mais Hercule, pour le coup, en termes de quête, de parcours initiatique, c'est génial. La seule façon, il y a pour plein de choses, hein. Mais il y a ces moments ça parle de sacrifice, ça parle il y a un vrai méchant, même si c'est un méchant rigolo, il fait des sacrés coups de paix. Enfin, même il y a, je sais pas, par exemple, le moment où dans Hercule, moi j'aimerais bien retrouver plus de moments comme ça dans les dessins animés, c'est le moment où il fait un pacte avec Hadès de ok, pendant je ne sais plus combien de temps, 24 heures, je perds tous mes pouvoirs, et que ça la merde, et que il se bat quand même, mais on sent qu'il a plus ses pouvoirs. Toi t'es là, t'es petit, tu fais mais attends, mais il a plus ses pouvoirs, il y a un cyclope qui débarque en train de tout défoncer. Enfin, c'est la catastrophe. Meg, elle est plus là. Et après, à la fin, il va aux enfers. Il dit bon, je sacrifie mon âme pour récupérer Meg. Mais attends, mais c'est des vrais sacrifices. Tu te dis genre, mais ok, c'est un vrai Tchad. Ça, c'est des moments qui sont très forts. Et ça me fait penser à ce que tu as dit tout à l'heure. C'est qu'on est enfant et on a une certaine admiration. J'ai un peu le même exemple que toi et la même sensation que toi, c'était sur La Petite Sirène. Alors, je l'ai vu très petit au cinéma. Ouais, je suis plus vieux d'entre nous, hein, désolé. Ursula, c'est ça. Ursula, avec fait Ursula. peur. Et toutes les Ursulas me font peur. Et du coup, c'est terrible parce que vous vous souvenez de ce passage où à la fin, elle récupère le trident et elle transforme le père d'Ariel en petite créature. Mais toi, t'es enfant. Le père, c'est la figure du père, c'est l'autorité, c'est la protection, tout ça. Et là, tu vois l'héroïne, Ariel, son père est anéanti. Il est réduit en créature, voilà, il n'y a plus de force, il n'y a plus rien. Et elle est toute puissante avec le trident, elle devient énorme et tu te dis, oh la vache, c'est traumatisant. Tu te dis, la figure des parents, elle n'est plus là. Oui, non, mais... Et ça, vous avez raison, on n'en voit plus assez. On a besoin de sentir qu'on est sur le point de perdre quelque chose pour plus se satisfaire de la résolution. Et malheureusement, on ne perd jamais assez pour se satisfaire de ce qu'on retrouve narrativement. C'est important dommage aussi d'installer cette perte. Parce que si on arrive, tiens, un truc, je l'ai perdu, bon, ben voilà quoi. Alors que si c'est quelque chose ou quelqu'un à qui tu t'es attaché, tu as pris le temps, c'est là que le rythme est très important. Là, ça a un vrai impact dans l'histoire et c'est ça qui est intéressant aussi. Et si tu lises quasiment tous les Disney depuis le début, alors sans compter à partir de Fantasia, mais par exemple Pinocchio, c'est très dur ce qui se passe. Geppetto disparaît, il est en panique, lui il s'est retrouvé sur l'île, il a perdu je vais pas dire son humanité, il est encore en bois, mais il se transforme. Dumbo, pareil, la mère, elle agresse quelqu'un parce qu'on vient embêter son petit, elle finit au fer. Pareil, Frère Tuck dans Robin des Bois, qui se fait arrêter alors qu'il est moine, tu vois. Mais Alice au Pays des Merveilles, complètement perdu dans un monde qui fait peur aussi. Et il y a un moment, c'est très sombre, le chemin disparaît, toutes ces allégories visuelles et tout. Mais en fait, à chaque fois, il y a des pertes mais gigantesques. En fait, on n'ose pas... Enfin, je dis on, mais... Il y a un manque de prise un manque de, je sais pas, c'est très certainement justifié par plein de choses, mais il y a un manque de prise de risque. On a trop peur de blesser, de faire peur aux enfants. Ce que je comprends, hein, c'est un enfant, c'est ultra important. Mais ça veut rien dire. Ça veut pas rien dire. Il faut les armer de bravoure. Je comprends qu'on souhaite les protéger, mais il faut aussi les armer de bravoure. Les armer, oui, et de leur faire aussi comprendre qu'il y a des choses de la vie des adultes qui vont arriver. La mort, par exemple, je sais pas, moi je reviens sur le Roi Lion, c'est le seul Disney où on montre la dépouille du papa. Genre, du papa, juste la dépouille de quelqu'un. Il y a pas mal de gens qui disent non, dans Blanche-Neige, mais non. Dans Blanche-Neige, non. Alors que Blanche-Neige, on sous-entend. Ouais, c'est ce que mais là, on va vraiment Mais une scène comme ça, j'ai l'impression qu'à l'heure d'aujourd'hui, ça ne peut pas. Ils peuvent pas le faire parce que, genre, non, il faut absolument pas. Après, ça, c'est des choses aussi que j'ai toujours pas compris quand j'étais petit. Moi, je me dis, quand j'avais appris que, genre, oui, Lucky Luke, maintenant, on va plus lui mettre la cigarette, on va mettre une paille parce que les enfants vont croire que, mais attendez, enfin. Non, on est pas con, hein. Non, mais il y a des. En fait, il y a plein de choses comme ça qui font que, bon, après, qui rentrent dans l'éducation des parents plus qu'autre chose, mais je pense qu'on doit revenir à cette responsabilité aussi dans le cinéma d'animation et dans les dessins animés de raconter des vraies choses aussi aux enfants. Enfin, c'est aussi pour ça que les mangas fonctionnent autant. Parce que les Japonais n'ont absolument pas peur de... Oui. Tu vois ce personnage que tu as aimé pendant 15 saisons, et ben là il meurt, et c'est fini. Et comment le personnage principal réagit à ça. Il peut péter un câble. Game of Thrones, toutes ces choses-là fonctionnent énormément.
Et je pense qu'on peut revenir sur... Je demande pas à ce qu'un personnage meure systématiquement, mais créer des méchants, des vrais méchants. Mais ils ont réussi à le faire, Disney, avec, je pense à Thanos dans les Avengers. Où en fait, tu vas pas faire un méchant forcément pour être méchant, mais tu peux parler de... Voilà, dans la vie, tout n'est pas blanc et tout n'est pas noir. Et il peut y avoir un méchant peut avoir des intentions sales, mais pourquoi il veut le faire? Est-ce qu'il a une logique? Quel est son passé pour qu'il en soit arrivé là? Ça, les Japonais le font très très bien, par exemple. Ouais. Mais les Américains le font très bien aussi avec les comics, par exemple. C'est vrai que Donc, si tu te demandes, mais à sa place, qu'est-ce que j'aurais fait? Est-ce que j'aurais pas sombré moi aussi? C'est incroyable. C'est là où c'est vraiment Ouais, c'est important. vraiment pas Non, et puis manichéen. il faut pas avoir peur. En fait, un enfant, bon, bien entendu, il y a certains films, on va pas leur montrer si c'est extrêmement violent, bien entendu, il y a quand même des limites, mais je ne sais pas. Après, ça peut être des réactions de vieux cons, mais il y a toujours cette réaction, on se dit genre, mais attendez, mais nous, on n'est pas devenus des psychopathes alors qu'on a vu des dessins animés, genre par exemple, je repense au Bossu de Notre-Dame, wow, Oh là il y a là. des scènes, tu te dis, mais attends, c'est Non, mais- Frollo, pour le coup, giga L'intro- mais connard. L'intro, pour moi, c'est une des meilleures intros que j'ai Mais jamais c'est- vues. C'est puissant, c'est C'est- violent, c'est violent Quand psychologiquement. quand il mais, arrive, et l'aura qu'il a, ils sont là, oh, le juge Frollo et tout. il Il fait veut jeter peur. le bébé dans le puits, quoi. c'est un vrai Avec antagoniste. les statues et tout. Ah, c'est magnifique. Je vous mets quelques images parce que j'adore ce passage. aussi. Oui, bien sûr. Plein de choses. Il y a un plan où on entend quelqu'un se faire fouetter dans des prisons, genre c'est horrible. Et t'as Frollo qui est là, genre ouais, c'est plus lent, les coups de fouet, genre horrible. Des choses, mais on n'est pas devenus des psychopathes, tu vois. Et voilà, je pense que ouais, il faut pas avoir peur de montrer des choses. Oui, là, il y a un vrai méchant. Il y a Pas des trop non vrais plus, méchants. hein, et Bien toutes entendu. mesures gardées. Il Exactement. prend des bains de sang et ça y est. Bien entendu, voilà. Après, il y a ça, c'est un juste milieu. Mais voilà, faut pas avoir peur que oui, le méchant, il peut être méchant jusqu'à la fin. Ne vous inquiétez pas. Non, parce que là, on se sent pas vraiment menacé. J'ai pas vu, enfin, récemment à l'écran, quelque chose de vraiment. Et il peut y menaçant. avoir aussi des méchants, enfin pas forcément avoir des méchants, mais des vrais enjeux à travers autre chose que des méchants. Mais Oui, parce que c'est pas forcément. Bien entendu. Moi, je suis pas très fan de manichéisme, mais je pense à certains films ou certains trucs qu'on pourrait avoir vus où il n'y a pas forcément de méchants, mais il y a des enjeux, comme tu dis, peut-être une astéroïde oui, un astéroïde qui va s'écrouler ou ce genre de choses, ou c'est peut-être une quête très personnelle aussi, et un peu comme on retrouve beaucoup dans les Pixar, et t'as pas forcément de méchants. Là, Oui. c'est ça que j'aime beaucoup dans les films de Ghibli, c'est que vous retrouvez souvent ce pattern de l'antagoniste qui est présenté et dépeint comme un antagoniste dès le début devient souvent un ami. Je pense notamment au château ambulant avec cette sorcière qui à la fin prend le thé avec tout Oui, le oui. monde, même Ouais, ouais. assez vite, hein. Et même dans Porco Rosso. Porco Rosso, Oui. mais c'est un chef-d'œuvre. magnifique. Et tu peux pas détester les personnages dans Porco Rosso, même ceux qui se disent méchants comme l'américain, il est pas méchant. Il a juste ses opinions, il est différent, c'est le choc de personnalité. Même les pirates, dès le début, tu te dis ah c'est les méchants et à la fin tout le monde est ensemble. C'est ça chez Ghibli qui Bien est sûr. génial, c'est que il t'attise pas la haine autour de personnages, il te montre vraiment le jour, la nuit. La Et- vie ouais. en soi. hein. Et Ouais, tu ouais. peux même remettre en question des actions de personnages principaux en te disant ah ouais c'est pas cool, mais c'est le héros. Et quand tu es un enfant vraiment comme nous qui avons grandi avec la culture occidentale et qu'on commence à regarder ce genre de cinéma, on apprend tout un nouvel univers et toute une nouvelle dimension sociale aussi. C'est là où C'est c'est génial. important de voir des animations de n'importe quel pays. Parce que tu vois la culture qui transparaît à l'intérieur, quoi, effectivement. Bah, Mononoke par exemple, est-ce qu'il y a des c'est gentils et des incroyable. méchants? Non, c'est- Et c'est Bah, très, très la animé. Miboshi, elle a ses Ouais. raisons, même Nausicaa, c'est incroyable. Mm. C'est- Très très fort. On pourrait Et, refaire un podcast spécial sur Ghibli. Oh, c'est clair. Bah, alors là, oui. Mais et puis voilà, il peut y avoir des films où il n'y a pas de méchants. Par exemple, c'est vrai que mais qui parlent des émotions humaines, des rapports entre les personnes. Par exemple, Inside Out, il n'y a pas de méchants. Mhm. Mais c'est profond parce que ça explore d'autres problématiques. Il y a des enjeux, il y a des problématiques sentimentales, sociales. Enfin, voilà, aller un peu plus profond en fait, et pas juste faire on va aller d'un point A à un point B. Il y aura des blagues et C'est ça, à un les- moment donné, les il y aura cases. oh là là, j'ai un peu peur, et puis finalement, non, en fait, ça va le faire. Ça va. Ou alors, il y avait cette tendance Disney aussi de tout donner très rapidement à un personnage sans qu'il ait subi, comment dire,
sans parcours. Je pense à Rey dans Star Wars. Oui, c'est Donner, l'élu. genre, c'est l'élu, point barre, et en plus de ça, tu vas même pas t'entraîner. Enfin, tu vas t'entraîner une journée et ça y est, tu vas défoncer tout le monde. Tu as Tu- tous les pouvoirs. Enfin, Tu ressens pas l'effort. tu ressens pas l'effort, tu ressens pas le parcours initiatique. Et c'est pas une bonne c'est- image à renvoyer ça, parce Non. qu'on a envie d'être C'est dommage. satisfait et d'avoir eu l'impression de transpirer comme le personnage qu'on suit. Mhm. Tu vois, c'est jamais bon d'obtenir une récompense sans avoir galéré. Alors, je dis Ouais. pas qu'il faut pas non plus Non, se mais- saigner les sangs, mais quand par exemple tu fais un sport, nous on dessine ou que tu apprends Mhm. de la musique, quand tu vois tes progrès, mais c'est tellement ça qui est extraordinaire. Mais Ouais. Faut c'est- apprendre à aimer les étapes et le chemin qu'on parcourt. ouais, et Avant t'apprécies la plus, récompense, si possible. t'apprécies vrai. plus les choses quand tu travailles dur. Par exemple, quand on était gamin, exemple qui n'a rien à voir, on avait notre Super Nintendo, on avait un jeu, on n'avait pas les moyens d'avoir 10 000 jeux, on le faisait à fond. Aujourd'hui, tu as un émulateur, tu télécharges tout, t'es blasé, tu l'apprécies pas. C'est pas pareil. C'est vraiment l'effort pour obtenir quelque chose qui fait que tu sais l'apprécier. Et si je reprends l'exemple de Ray, nous on aurait adoré. C'est pas le problème que ce soit Ray, mais t'aurais adoré que, je sais pas. Imagine à la fin du premier, elle s'est fait mais casser la gueule, mais pas possible. Alors je dis pas que je veux la voir se faire péter la gueule, mais le fait qu'elle rate complètement, quand tu la reprends sur l'île après, peut-être avec Luke, tu vois. Désolé pour les spoils pour ceux qui n'ont pas vu, mais tu te dis genre le personnage a été brisé psychologiquement, peut-être si c'est pas physiquement, c'est juste psychologiquement, et qu'elle repart. Et le fait que tu aies vu le personnage que tu as suivi, le protagoniste que tu aimes, avoir perdu, et la reprendre en mode on va la suivre et ça va être dur. Quand elle gagne, ça va être d'autant plus beau. Et Bref. C'est l'esprit shonen. Esprit Finalement. shonen, exactement. Esprit shonen. Il y a une petite recommandation aussi qui est Flo, le Ah, je l'ai pas vu, film ouais. d'animation avec le chat. Je crois que le titre complet c'est Flo, le chat qui a plus peur de l'eau, qui avait plus peur de l'eau. Et j'avais vu récemment, j'espère qu'il est encore au cinéma à l'heure où on parle, mais il a été sélectionné aux Oscars, je crois. Oui. Et, Il faut que je le voie également. Et c'est vraiment sympa. Bon, là, pour le coup, donc il n'y a pas de méchant emblématique, mais ça change. C'est fait sous Blender, qui est un logiciel open source à la base. Mhm. Et c'est vraiment impressionnant la qualité qu'ils ont réussi à avoir. Je sais sur cette qu'apparemment, production, quoi. Apparemment, il y a le robot sauvage qui a l'air super également. Oui, À l'heure il a actuelle. été très félicité le film. Ouais. Et ça fait plaisir de voir des productions qui sortent un peu de l'ordinaire. Et c'est ce qui a été Spider-Verse, on en parlait tout à Oui, l'heure. ouais. Ça a influencé, même par exemple, là, il y a aujourd'hui, même, je crois, l'affiche de Astérix, la série avec Alain le Chabat, TAT, ouais. est sortie, l'affiche. Et en fait, on a des couleurs qui rappellent un petit peu celles d'Arcane, donc le vert, le violet. Oui. Enfin, en fait, on sent quand on est un peu dans le milieu, forcément, parce qu'on ne fait pas forcément attention, sinon. Mais on sent les influences qui convergent, un peu comme si on avait tous une culture, on prend de par là, on prend de par là, et c'est un peu ça qui est beau aussi. Ouais. On évolue avec des belles influences, quoi. Exactement. J'étais pas au courant pour l'Astérix, je vais aller voir direct. Bah, si je trouve l'affiche, je vais l'afficher du coup. Bah, ouais. Mais, Ils auront tous un je- style différent, très les curieux. 3 derniers en 3D. Ouais, ça va être très sympa. Voilà. Bah écoutez les gars, je suis super content de vous avoir eu. On aurait pu en reprendre, je pense, une bonne heure ou deux. Ouais, En c'était plus, vraiment très, très cool, il y a Continue, là, tellement de encore choses à 2-3 dire. heures. Ah, j'aimerais bien, mais je Ouais, pense que si vous regardez le timecode en dessous, vous Très, très savez cool. que c'est la fin. Bah écoutez, Steve et Alexandre, merci beaucoup d'être venus, Merci d'avoir à toi, accepté hein. l'invitation. Merci à toi. C'est moi qui vous remercie. C'est vous. Bon, on aura l'occasion de se revoir de toute façon. C'est ce que je dis à chaque invité, hein. On peut même venir et parler d'un sujet en particulier. On rigolait tout à l'heure en disant oui, on va faire un podcast sur Ghibli. On pourrait le faire. Hein. Ça, rien ne nous en empêche. Quoi qu'il en soit, merci à vous d'avoir suivi ce nouvel épisode. Je vais pas vous dire quand arrivera le prochain parce qu'on prend son temps, on n'est pas pressé. On est là parce qu'on a des choses à raconter. En attendant, n'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux. Tout est en dessous. Voilà, je vais pas en parler 3 heures. C'est déjà assez présent à l'écrit. Et puis, prenez soin de vous et je vous retrouve pour le prochain épisode. Allez, ciao tout le monde.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Guy Moschenet dans la place. Ouais. Ok, let's go. Il l'a placé. Et là, vous enchaînez.